Bonjour à vous qui avez l'habitude de nous suivre à travers la GMS, la télé du Sud, et bienvenue à votre émission Santé. Aujourd'hui, nous accueillons M. Omar Ba, spécialisé en soins réserves à la réanimation. Bonsoir, monsieur Ba. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va, Dieu merci. Et vous? Ah, ça va bien, alhamdoulilah. Et le travail? Bon, ça va, c'est devenu une routine. On y est, Dieu merci. Dieu merci. Alhamdulillah. Chers internautes, aujourd'hui nous allons parler de la réanimation, qui est une question de santé publique et aussi sensible. Alors, M. Ba, c'est quoi la réanimation? Voilà, merci beaucoup. En fait, réanimation, comme son nom l'indique, vient du mot réanimer. Donc, la réanimation, c'est une spécialité de la médecine, donc qui permet de délivrer ce qu'on appelle des soins intensifs à des patients qui sont dans des situations d'urgence, que ce soit donc des situations de détresse respiratoire, des patients qui sont inconscients dans le coma, des patients qui sont donc dans des états de choc, donc d'essayer de préserver leur vie, de préserver ce qu'on appelle le pronostic vital. Donc ces genres de patients, donc les types de soins qu'on leur délivre, donc c'est de la réanimation. Donc en un mot, la réanimation consiste à délivrer des soins intensifs à des patients qui sont en situation d'urgence. Quand faut-il réanimer et pourquoi réanimer aussi? Voilà, bonne question. Donc la réanimation aussi ne concerne pas tous les malades. Il y a des malades qui sont concernés par la réanimation. Il y a des critères qui permettent d'admettre à un malade de dire que tel ou tel malade est un malade de réanimation ou non. Il y a des critères qui peuvent être des malades qui sont atteints de certaines pathologies sur le plan neurologique, la conscience, une conscience très altérée, comme les comateux par exemple, ou encore des patients sur des critères cardiovasculaires, en arrêt cardiaque, ou bien un cœur très défaillant, ou encore sur des critères respiratoires par exemple, des malades qui ont des problèmes énormes à respirer, qui sont dans des détresses respiratoires. Donc, par exemple, ces types de malades-là, leur place, c'est vraiment la réanimation. C'est des critères pour les admettre dans les services de réanimation, en réalité. Okay, quels sont les différents types de réanimation? Voilà, maintenant, en gros, la réanimation, il y a ce qu'on appelle la réanimation chirurgicale. Donc, tous ces malades qui peuvent être opérés ou bien qui viennent du bloc, quelle que soit la spécialité chirurgicale, que ce soit donc la chirurgie de la tête, neurochirurgie, ou encore la chirurgie cardiaque. Donc, après opération, ces types de malades-là, leur place, ce n'est pas dans leur service d'origine, mais c'est dans un service de réanimation chirurgicale. Mais il y a d'autres pathologies qui n'ont rien à voir avec les chirurgies, telles que les diabétiques, des pathologies qu'on n'opère pas, ou encore, je ne sais pas, les asthmatiques, encore toute autre pathologie qui peut devenir instable, on peut les admettre dans des réanimations qu'on appelle la réanimation médicale. Donc, la réanimation médicale, donc à côté de la réanimation chirurgicale, il y a la réanimation médicale. Mais aussi, il y a un autre type de réanimation qui concerne les enfants. Les nouveau-nés, les bébés, les enfants, on parle de réanimation néonatale. Donc, vous savez que les enfants, les outils dont on a besoin par rapport à un adulte, ce n'est pas la même chose. Donc, vraiment, il y a une réanimation très spécialisée pour ces enfants-là, qu'on appellera la réanimation vraiment néonatale. Mais aussi, si vous allez dans les services de cardiologie, il y a des salles qui s'occupent donc de ces malades qui ont des problèmes cardiaques très instables, qu'on appelle des USIC. Ces USIC-là, c'est-à-dire des unités de soins intensifs en cardiologie, donc aussi font ça, mais également dans les urgences, dans les services des urgences, il y a donc des unités qui s'occupent de ça, qu'on appelle des salles de déchocage. Donc un malade qui vient en urgence, dans un service d'urgence, est très instable, donc on l'admet directement dans ces unités-là au niveau des urgences, où on fait aussi des soins intensifs. Voilà, donc la réanimation chirurgicale, la réanimation médicale, la réanimation néonatale, les USIC et les salles de déchocage. Les traumas, les accidents aussi. Les accidentés, leur place, c'est un accidenté avec certains critères qui est gravement atteint
Donc ça, c'est la réanimation chirurgicale qui le prend en charge. Voilà. Quels sont les 3 types de soins en réa les plus appropriés? Voilà, les soins prioritaires, donc à la réanimation, les soins qui priment, donc sont surtout donc les soins donc d'urgence qui concernent les appareils, disons les appareils nobles. Quand je parle d'appareils nobles, il faut penser au système nerveux, le cerveau. Donc quand c'est atteint, ça prime sur tous les autres appareils. Un malade quels sont les signes neurologiques? Donc c'est surtout donc un malade qui est délirant, un malade qui est obnubilant, mais un malade qui est dans le coma, chez qui la conscience est altérée, ça c'est vraiment neurologique. Mais aussi, donc les soins neurologiques priment. Mais les soins, donc les urgences cardiaques, un malade qui est en arrêt cardiaque, ou bien en insuffisance cardiaque, ou bien qui a une tension trop basse ou trop élevée, donc ça c'est des soins donc vraiment cardiovasculaires, qui sont aussi des urgences. Mais un malade également qui a donc des problèmes à respirer énormément, que ce soit donc parce qu'il a une infection, donc au niveau d'une bronchite, ça qui peut être chronique ou aiguë, donc ou encore une obstruction des voies respiratoires et qui donne un tableau de détresse respiratoire, ça devient une urgence parce qu'il va manquer d'oxygène, il faut le réanimer, sinon ça peut donner un tableau d'hypoxie. Et ça peut être fatal pour le cerveau. Donc, si vous me demandez de citer 3 soins prioritaires, je vais parler donc de ces soins donc, qui sont neurologiques, de ces soins qui sont respiratoires et de ces soins qui sont cardiovasculaires. Donc, c'est une question. Donc, les risques, il y a des risques par rapport aux malades et aussi des risques par rapport au personnel. Vous savez que la réanimation est un milieu où donc, transitent donc, beaucoup de malades, où séjournent beaucoup de types de malades. Voilà. Maintenant, un malade peut venir donc, avec une pathologie ou bien de seconde main, il passe d'abord dans certains centres, il n'est pas bien conditionné, il vit avec des germes, des microbes. Et maintenant, donc, si on ne respecte pas toutes les précautions, il peut contaminer donc d'autres malades. Ça peut arriver, c'est un risque entre les malades. Mais aussi, donc, puisque le risque zéro n'existe pas, même le fait de vouloir sauver des malades, donc, je ne sais pas, en admettant donc, les produits qui sont légalement admis, des drogues, les dispositifs qu'on installe pour faire respirer, ou bien donc voilà, ou bien pour réanimer, donc peuvent donc entraîner aussi des risques, même si c'est pour bien faire. Mais le risque pour le personnel aussi, le personnel travaille sous stress. Le personnel de l'AREA travaille sous pression. Le personnel de l'AREA donc a besoin d'une aptitude physique, en plus donc de cette aptitude psychique et psychologique. Sur le plan physique, il doit être apte, donc capable de se déplacer à tout instant, donc de se mettre en mouvement pour aller sauver des vies. Et à force de vivre cela, donc vraiment c'est très stressant. Et tout ce qui suit le stress, ça c'est les risques par rapport au personnel aussi. Voilà. Pour les personnes vivant avec des maladies chroniques, vous savez, une maladie chronique peut être stable comme ça peut être instable. Quand on parle de maladie chronique, ça s'oppose à maladie aiguë. C'est-à-dire une maladie aiguë, c'est une maladie qui est brutale, qui vient de survenir. Tandis qu'une maladie qui a duré avec l'individu, qu'on a traîné, donc dans la durée, on parle de maladie chronique. Il y a des maladies maintenant, c'est très vague et général, mais il y a des maladies chroniques, l'individu s'adapte, il fait avec. Mais en général, quand on parle de chronicité, ça entre facilement donc, dans des complications aussi. Il y a de ces maladies chroniques, donc quand on reçoit le malade, il est vraiment dans des phases critiques, dans des phases de complications. Donc la gestion, donc la prise en charge va devenir encore un peu plus compliquée pour ces malades. Parce qu'une maladie, donc plus tôt elle est diagnostiquée, donc plus facile sera le traitement et peut-être même moins coûteux. Et plus donc elle est chronique en soi, donc plus donc le traitement sera coûteux, peut-être le diagnostic va être même peut-être un peu difficile et la prise en charge va être peut-être un peu longue. Donc c'est pourquoi quand c'est chronique, pour répondre à cette question, c'est pas ce qui est préférable. On préfère donc l'individu, les maladies aiguës, très bien, il est plus facile. Donc même un esprit logique peut comprendre que donc il faut aller donc très tôt à l'hôpital, dès qu'on sent les premiers symptômes. Voilà, merci. Le diabète est une maladie métabolique caractérisée par une hyperglycémie à jeun supérieur ou égal à 1,26 g d'après l'OMS.
l'hypertension artérielle. Donc dès que les chiffres systolo-diastoliques sont supérieurs à 14,9, et à partir de 16,9, là c'est vraiment une hypertension qui est vraie, qu'il faut traiter. Et ces deux maladies peuvent être liées parce que le diabète, dans ses complications, peut donner l'hypertension artérielle. Un diabète qui n'est pas suivi, qui n'est pas équilibré, donc peut donner beaucoup de complications. Entre autres, il y a ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Et tous les deux, le diabète ne s'arrête pas là, donc peuvent aboutir, surtout le diabète, peut donner le coma. Ça, c'est dans ce qu'on appelle les comas métaboliques, dû à un dysfonctionnement des glandes. Donc, ce sont des maladies vraiment hormonales, métaboliques. Et quand on parle de coma, là, vraiment, le cerveau est atteint. Là, c'est un état d'hypovigilance. Là, ça devient vraiment très, très urgent. Donc, aussi bien le diabète, peut donc donner l'hypertension, mais le diabète peut aboutir au coma. Quant à l'hypertension, ce qu'il faut surtout craindre, l'hypertension artérielle, donc, souvent, on voit des malades qui ont l'hypertension, donc quand ils font une crise, ils viennent à l'hôpital. Quand ils s'en sortent, ils ont une paralysie. Très bien, parce qu'avec l'hypertension, les vaisseaux sanguins qui sont dans le cerveau peuvent péter. Donc, on a un saignement à l'intérieur. Donc, ça, c'est l'AVC hémorragique. Ou bien, quand il y a une obstruction des vaisseaux, le petit caillou peut aller boucher les artères du cerveau. Ça, c'est l'AVC ischémique. Et si l'individu s'en sort, souvent, il y a une paralysie de la moitié du corps. On parle de hémiplégie. Donc, effectivement, aussi bien l'AVC, mais toutes ces deux maladies qui sont chroniques et qui ne guérissent pas, incurables, même si ça peut être stable, l'hypertension et le diabète, effectivement, donc l'individu peut vivre aussi longtemps avec qu'il est discipliné. Il faut avoir une certaine discipline thérapeutique. Entre autres, surtout pour donc, que ce soit le diabète ou l'hypertension, ça nécessite un bon régime alimentaire qui est adapté, effectivement. Comment reconnaître un urgentiste en réanimation ou dans des autres services aussi? Voilà, comment reconnaître un urgentiste? Un urgentiste, c'est un médecin, il y a des médecins urgentistes, il y a des infirmiers urgentistes. C'est un professionnel de la santé qui a suivi une formation académique, sanctionné par un diplôme académique, ayant des compétences donc à dispenser les premiers soins d'urgence, c'est-à-dire à recevoir et à stabiliser le malade avant de l'orienter. Que ce soit à l'hôpital ou dans des ambulances, la médecine mobile, parce que l'urgentiste peut faire également ce qu'on appelle la médecine mobile, la médecine de catastrophe. Donc, que ce soit donc dans les ambulances ou sur donc les lieux de l'accident, il doit être opérationnel, à stabiliser, à préserver les fonctions vitales de l'individu. On dit qu'il est urgentiste. C'est comme ça qu'on le distingue, un urgentiste. Il a ses compétences. Un malade qui est en situation d'urgence, il y a des signes, des critères, on les appelle. Si vous venez au service des urgences, il y a ce qu'on appelle une salle de tri, là où tous les malades doivent passer. Donc dans cette salle de tri-là, il y a un infirmier, un médecin qui sont médecins et infirmiers de tri, encore appelés médecins et infirmiers d'accueil et d'orientation. C'est à eux d'accueillir. Donc, dans un service des urgences, ce n'est pas le premier venu, premier traité. Donc, parmi tous ces malades qui viennent là, celui qui présente des signes donc, qui sont plus urgents sera admis le premier. En fonction de ça, on va classer les malades en première urgence, deuxième urgence, troisième urgence et extrême urgence. Et celui qui les reçoit, il y a ce qu'on appelle des codes couleurs. Tout le monde est formé en fonction de ça. Même le garçon, celui qui transporte, s'il voit donc, par exemple, la couleur rouge, donc l'étiquette rouge sur le dossier médical d'un malade, il doit courir avec. On doit laisser tous les malades et aller vers lui. Lui, le temps de prise en charge est de 0 minute. On doit commencer à le prendre en charge dès qu'il arrive. Tandis qu'il y a des urgences qui peuvent attendre 1 heure de temps avant d'être touchés. Donc, on a des critères qui permettent effectivement de classifier les urgences. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Ba. Nous sommes au terme de notre émission. Mot de la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Juste pour vous dire que la réanimation, un urgentiste, c'est un médecin, il y a des médecins urgentistes, il y a des infirmiers urgentistes. C'est un professionnel de la santé qui a suivi une formation académique, sanctionné par un diplôme académique, ayant des compétences donc à dispenser les premiers soins d'urgence,
c'est-à-dire à recevoir et à stabiliser le malade avant de l'orienter. Que ce soit à l'hôpital ou dans des ambulances, la médecine mobile, parce que l'urgentiste peut faire également ce qu'on appelle la médecine donc, mobile, la médecine de catastrophe. Donc, que ce soit donc, dans les ambulances ou sur donc, les lieux de l'accident, il doit être opérationnel, à stabiliser, à préserver les fonctions vitales de l'individu. On dit qu'il est urgentiste. C'est comme ça qu'on le distingue, un urgentiste. Il a ses compétences. Nous sommes au terme de notre émission. Mot de la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Juste pour vous dire que la réanimation, vous savez, il y a un proverbe qui dit que le meilleur des traitements est le traitement préventif. Il y a beaucoup de choses, donc beaucoup de précautions que la population, donc si on les respectait, donc cela pourrait donc nous éviter donc d'arriver à la réanimation. Tout à l'heure, on a parlé donc de l'exemple d'un diabétique. Vous savez, le coma, beaucoup de malades sont admis à l'arrêt parce qu'ils ont une conscience altérée, ils sont dans le coma. Et les causes donc, de coma sont nombreuses. Il y a des malades qui sont dans le coma parce qu'ils ont subi un choc violent sur la tête. Ça, c'est les comas traumatiques. Et ça peut se mettre à saigner dans la tête. Donc tous les usagers de la circulation doivent en être conscients. Et j'en profite pour attirer l'attention de ceux qui utilisent les deux roues pour se protéger la tête. Parce que là, c'est là où se trouve le chef d'orchestre, le cerveau. À part ces comas qui sont d'origine traumatique, dus à des chocs sur la tête, également, il y a des maladies infectieuses, telles que même la plus connue, c'est le paludisme, qui peuvent conduire jusqu'au coma. Il y a ce qu'on appelle, donc peut-être que vous avez une fois entendu parler du neuropalu. C'est le palu qui entraîne le coma. Ça, c'est un coma d'origine infectieuse, parce que le palu, c'est une infection parasitaire. Donc, à côté des comas, donc, dû à un traumatisme sur la tête, donc toute infection, que ce soit le palu ou une sinusite, doivent être traitées. À côté de ça, il y a des comas qui sont dus donc, par intoxication. Là aussi, j'en profite. Il y a des produits, que ce soit des produits chimiques. Donc, par exemple, je donne l'exemple de l'alcool. Intoxication donc, par alcool, ça peut aboutir au coma. Également, donc, tout ce qui est gaz carbonique. Gaz carbonique, nos femmes, par exemple, nos femmes qui ont l'habitude d'encenser, donc d'allumer de l'encens, donc dans une chambre, donc qui produit donc beaucoup de gaz carbonique, beaucoup de CO2, ça peut intoxiquer donc le cerveau et entraîner le coma. Mais également, il y a des médicaments, par exemple, vous faites une automédication, vous faites un overdose, donc ça peut aller donc entraîner le coma. Ou encore même, certains types donc, de substances, donc de médicaments ou de drogue. Il y a des drogues aussi, vous les prenez, ça peut entraîner le coma. Pourquoi je vous les cite? Parce que la prévention du coma, donc pour prévenir le coma, il faut en connaître les causes et les éviter. Donc éviter l'éthylisme, donc l'excès de consommation d'alcool. Il faut éviter également tout ce qui est donc milieu donc touffu, qui n'est pas oxygéné, riche en CO2, en gaz carbonique. Il faudra donc effectivement, tout ce qui est automédication, il faut l'éviter. Également, si on a une maladie, surtout au niveau de la sphère ORL, que ce soit une carie dentaire, que ce soit une sinusite, que ce soit une otite, ça doit être suivi et traité. Ça peut attaquer les méninges et donner une méningite. Donc, si on a une maladie chronique telle que le diabète ou l'hypertension artérielle, ça doit être suivi particulièrement. On doit prendre connaissance de son traitement, de sa maladie, et on doit être son propre médecin. Donc ça, je le dis donc, en termes donc, de conseils pour la population comme mot de la fin. Voilà, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la réanimation. Présentement, on est donc au service donc, de la réanimation chirurgicale du CTO, de l'hôpital général Idrissa Pouye. Donc, on va donc peut-être de façon très résumée parler des grands axes de la réanimation de façon générale. Donc, c'est un thème qui est très intéressant. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup de... D'autant plus que surtout les hommes de médias, les gens ne font pas beaucoup de sorties, beaucoup de descentes dans ces milieux. Ces milieux de soins intensifs, particulièrement de la réanimation.
et pourtant qui prime et qui est prioritaire sur toutes les autres spécialités médicales. Je veux dire, quand vous avez un malade, quelqu'un qui a beaucoup de maladies, et qui a un problème de réanimation en même temps, donc on oublie toutes les autres pathologies, on s'occupe d'abord de la réanimation, ça prime, vu l'importance donc de la réanimation. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, pour parler de la réanimation, donc déjà, comme son nom l'indique, réanimation, il y a des patients, des malades, qui sont donc dans un état où ils ont besoin d'être réanimés. Quand on parle de réanimation, cela veut dire que le pronostic vital peut être engagé. Si on ne fait rien, il peut peut-être même perdre la vie. Donc on fait tout pour le sauver, et comme le disent les Wolofs, sauvetas. Donc c'est pour le sauver. Donc un malade n'est admis ici que sur des critères précis. Ce n'est pas tous les malades qu'on admet à la réanimation. Il y a des critères donc, sur lesquels on se base pour admettre un malade donc, à la réanimation. Donc au cours donc, de l'émission, on va en parler davantage, on va dans les détails, les critères sur lesquels donc, on peut se baser pour dire que tel malade doit aller à la réanimation. Et aussi, la réanimation, un réanimateur, c'est un médecin qui est spécialisé, donc qui est d'abord médecin généraliste, ensuite qui a fait des études de spécialisation, DS ou CS, pour être réanimateur, minimum 12 ans. Mais aussi, dans une réanimation, on a toute une équipe. Il n'y a pas que le médecin réanimateur, il y a toute une équipe de réanimation. Vous allez trouver des médecins, des infirmiers spécialisés, très bien formés. Vous allez trouver aussi des brancardiers qui maîtrisent donc les techniques de brancardage, de manipulation. Donc, vous allez trouver aussi un personnel de soutien. À côté de tout cela, il y a un personnel administratif. Donc, pour vous dire que la réanimation, c'est une affaire d'équipe. De façon très résumée, on va parler de l'essentiel. Donc, la réanimation dispose d'un arsenal de matériel. On ne peut pas tout donc, étaler ici, présentement. Mais donc, l'essentiel, on vous a exposé un certain nombre de matériel qui est également primordial, sans quoi il est impossible de réanimer. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, donc on va prendre l'exemple d'un malade, d'un patient. Dès qu'un patient est, déjà avant d'admettre un patient à la réanimation doit être d'abord, si possible, avertie. On est averti et on se prépare donc par conséquent. Donc si on sait qu'on doit admettre un malade atteint de telle pathologie, on se prépare. Il y a tout un donc, matériel donc, qui doit donc, être mis en place pour l'accueillir. Ce n'est pas comme dans les services ordinaires. Quand on parle donc d'un lit de réanimation, ce n'est pas uniquement le lit. Il y a tout un ensemble de matériel qui entoure le lit, donc qu'on peut utiliser au besoin. Et la réanimation, encore les soins intensifs, appelés, donc n'est jamais fermé. Donc quand on parle de service minimum, il s'agit donc de la réanimation et des urgences. Donc on ne ferme jamais nos portes, jour et nuit, on est tout le temps en permanence ouvert pour accueillir les cas d'urgence. Maintenant, le minimum pour faire de la réanimation, voici cet appareil que vous voyez sonner là, qu'on appelle le scope. Le scope multiparamétrique, cet appareil, c'est notre rétroviseur. C'est un instrument qui est doté d'une autonomie. C'est un instrument doté d'une autonomie et qui permet de surveiller tous les paramètres vitaux d'un malade. Donc, nous permet de surveiller les paramètres vitaux d'un malade de façon permanente. Donc, quand on parle des paramètres vitaux, on parle donc des constantes du malade. Donc, ce scope-là, sans ce matériel, donc c'est impossible donc, de connaître l'état donc, de santé de la personne. Donc, vous allez voir des couleurs différentes, donc des lignes et des colonnes, avec un bouton qu'on appelle le bouton menu. Arrêt de mort. Très bien, voilà, comme vous l'avez si bien dit. Donc, tout à fait, ce malade-là, si je montre tous les accessoires au malade, vous allez voir tout à fait en haut. Donc là, c'est une courbe qui va s'afficher. C'est une courbe donc, de l'ECG, l'électrocardiogramme. À côté,
donc de cette courbe, on aura, donc, qui est de même couleur verte, ça va nous montrer également la fréquence cardiaque, le nombre de pulsations donc, par minute, battement cardiaque. Maintenant, tout à fait en bas, c'est écrit SPO2. Ça nous montre, SPO2 veut dire saturation périphérique en oxygène. Donc, c'est pour savoir si l'individu a assez d'oxygène ou non, s'il respire bien ou pas. Donc, ça, c'est la deuxième courbe, et donc la partie donc, prévue en bleu. Tout à fait, après, c'est la partie jaune. Ça nous montre la température corporelle de l'individu. S'il a une température normale, s'il est en hypothermie ou en hyperthermie, s'il fait de la fièvre. Donc, on a exactement sa température et la courbe thermique à côté. Et en bas, donc là, ici, pour la température, il y a T1, T2, c'est-à-dire qu'on peut mesurer la température périphérique et la température centrale. Approximativement, donc la température corporelle. Maintenant aussi, exactement, la température de l'intérieur du corps peut être mesurée aussi. Donc, après la température, on a tout à fait en bas une case ici. Là, ça montre la tension artérielle avec les 3 chiffres tensionnels. La systolique, la diastolique et la moyenne. Donc, ces éléments de surveillance, avec le bouton menu là, donc ça nous permet donc on peut régler chaque paramètre, de sorte que si le malade, les constantes du malade arrivent à un certain niveau, l'appareil fait des alarmes. Par exemple, si la température est trop haute ou trop basse en fonction de nos réglages, l'appareil va nous appeler. Ça fait des alarmes sonores et visuelles. Donc, ça permet de faire une surveillance, donc même éloignée de surveiller. Donc, c'est ça la réanimation. C'est pourquoi si vous allez dans un service de soins intensifs, vous allez entendre des sons, des bruits, mais en fait, chaque son, il y a des sons qui sont normaux et il y a des sons qui sont anormaux. Mais puisque le personnel de réanimation est un personnel donc, formé, expérimenté, donc en général, c'est des gens qui, même de loin, surveillent. Par exemple, si je ne le souhaite pas, si un malade fait un arrêt cardiaque, il y a une couleur et un bruit et une courbe qui nous permet donc de le savoir. Est en train de faire un arrêt cardiaque. Voilà, facilement, en cas d'arrêt cardiaque, donc la courbe de l'ECG qui se dessine en haut, on aura un tracé plat. Ça montre que le cœur ne bat plus. Et comment faire? Et maintenant, en cas d'arrêt cardiaque, donc on va faire de la réanimation cardiovasculaire, c'est-à-dire il faut une équipe pour réanimer. Donc quelqu'un va se mettre à faire des massages cardiaques externes. Le fait de superposer les deux mains, donc d'appuyer pendant 30 fois au niveau du sternum. Et un autre va venir avec ce qu'on appelle un ballon ambu. Si le malade n'est pas intubé, quelque chose qui ressemble à ça, on appelle ballon ambu. Et le ballon ambu, c'est ça qui sera mis dans ce cas. Je vais essayer de faire un peu la démonstration. C'est une simulation. C'est une simulation qu'on fait. Donc, en cas d'arrêt cardiaque, donc le premier à intervenir va se mettre, donc les mains superposées comme ça, déposées donc, au niveau de l'appendiciphoïde, et donc il va masser en évitant de plier les coudes. Donc il va masser 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 30 fois. Maintenant, le premier s'occupe de ça, donc un autre va s'occuper de ça, du ballon ambu. Lui, il va se mettre ici, en regard de la tête, comme ça. Donc le masque facial sera déposé comme ça. Donc le menton sera, donc les deux doigts permettent donc de bien fixer le masque, et les autres doigts vont mettre la tête en hyperextension. Donc pour souffler 1 fois, 2 fois. Et ensuite l'autre va faire ses 30 massages. Ça reste. Donc l'un fait une insufflation, 2 insufflations, et l'autre va faire 30 massages. Et donc une troisième personne va s'occuper à injecter ce qu'on appelle les drogues. Très bien. Les drogues, c'est-à-dire l'adrénaline et la noradrénaline seront injectées aussi dans la veine. Ça va aller stimuler le cœur. Ça, c'est pour la réanimation cardiaque. Mais à côté de ça, on peut disposer d'un appareil qu'on appelle défibrillateur. Voici le défibrillateur. En cas de fibrillation cardiaque ou d'arrêt cardiaque, le défibrillateur aussi, il y a différents modèles. Il y a ce qu'on appelle le défibrillateur manuel, il y a le défibrillateur semi-automatique, DSA, il y a le défibrillateur automatique. Très bien.
Le défibrillateur, si vous regardez, ça c'est manuel. Maintenant, il y a des boutons. Donc ici, on a mis charger, décharger. Donc le bouton 1, 2 et 3. Et il y a des électrodes qui les accompagnent. C'est des électrodes qui les accompagnent. Donc si l'appareil est mis en marche, on va sélectionner donc, ce qu'on appelle la puissance qui doit aller vers le malade. L'unité, c'est en joules. On va sélectionner en fonction donc, de l'âge du malade. On va sélectionner donc le nombre de joules. Ça peut être 150, ça peut être 200, ça peut être 300. Une fois que donc c'est chargé, c'est sélectionné, maintenant il y a les deux boutons là qu'on a vu en jaune, là où on a mis 2 et 3. Donc on les a ici aussi. 3 est ici, jaune est ici 2. Quand on appuie sur 2, on a écrit, qu'est-ce qu'on a écrit sur 2? Charge. C'est pour charger en électricité, en courant. Ça va se charger en électricité. Et on vient vers le malade. L'un en face du sternum, l'autre latéralement. On va appuyer sur le bouton 3 où il est écrit décharger. On va appuyer de façon très... Donc ici, il y a un bouton pour décharger. Et le malade va sursauter. On vient d'envoyer une force énorme sur le cœur du malade, d'électrochoquer le cœur du malade. On l'appelle défibrillateur. On peut en faire autant de fois jusqu'à ce que le malade soit réanimé. Donc ça aussi, c'est un matériel capital, sans quoi, donc dans des services de réanimation obligatoires. Mais il arrive aussi des fois, en utilisant le défibrillateur, il arrive des fois que vous perdez immédiatement le malade. Voilà. Il faut savoir que la réanimation, ça peut réussir. On peut réussir à récupérer le malade comme ça peut être on peut ne pas récupérer le malade aussi. Le contraire peut arriver. Il peut arriver qu'on perde le malade. Mais tant que donc, on n'a pas fait minimum, donc ça c'est les écrits. 30 minutes, on ne doit pas arrêter à réanimer. Mais au bout de 30 minutes, là, quand même, si le malade ne revient pas, il n'y a pas de truc, on peut arrêter la réanimation. Et là, donc, s'il y a des signes de mort, c'est donc de mort cérébrale. Donc, il y a des signes qui le montrent au niveau des yeux, et c'est un réflexe qui vont partir. Hein, on va peut-être en parler quand on va donc un peu plus davantage. Si les signes sont là aussi, ça y est. Et cela veut dire que maintenant c'est fini. Mais on n'arrête pas avant 30 minutes de réanimation quand même. Ces gestes de réanimation doivent être poursuivis pendant 30 minutes. Merci beaucoup, M. Ba, pour votre disponibilité. Vraiment, c'est très gentil. C'est un honneur pour moi et c'est un plaisir aussi. Je vous donne rendez-vous, vous, nos aimables internautes, dans un autre service avec un autre médecin. Merci beaucoup. Vous êtes sur la GMS TV. N'oubliez pas d'abonner, de partager et de liker.